Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, d'ailleurs merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue dans mon top perso spécial meilleur film de l'année 2024. On va clôturer cette belle année en beauté avec un top meilleur film, car oui j'ai passé les dernières semaines à dégommer les pires productions de 2024, donc on va terminer ces tops par une note un peu plus positive, même si j'ai un peu le seum, compte tenu du décorum pour ma première vidéo de 2025. Regardez-moi ça. Génial. Mais bon, j'ai pas pu faire mieux, je suis en déplacement, je suis dans un appart hyper vétuste, c'est le seul décor à peu près potable que j'ai, donc merci pour votre patience, comme d'habitude, parce que compte tenu de mes vidéos précédentes, le décor que j'ai il est pas ouf. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre patience et votre tolérance d'esprit, c'est tout à votre honneur, et j'en profite justement pour vous souhaiter à vous, qui que vous soyez, viewer occasionnel, abonné fidèle, hater, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, je vous souhaite du fond du cœur une belle et une excellente année 2025. Une année que je sens bien, une année pour moi pleine d'espoir et d'espérance, et pas qu'au niveau du cinéma, des séries et des jeux vidéo, car oui, cette année on aura des trucs de fou furieux, au niveau du cinéma notamment, et surtout au niveau du jeu vidéo. GTA 6 les gars, c'est pour cette année. Franchement, j'étais arrivé à un stade où j'y croyais plus. J'étais convaincu que c'est mes petits-enfants qui auraient découvert GTA 6. Mais 2025, c'est pas qu'une année que je sens très bien sur le terrain du divertissement, c'est une année que je sens très bien du point de vue de l'humanité en général. Car c'est une année qui va juste, pour moi, c'est une année qui pour moi amorce l'entrée définitive dans le 21e siècle. Car on a tendance à penser qu'on est entré dans le 21e siècle avec l'an 2000. Alors du point de vue du calendrier et de l'administratif, oui, l'an 2000 égale entrée dans le 21e siècle. Mais du point de vue de la pratique, du point de vue du mindset, j'estime que c'est maintenant. Car en 2000, 2001, 2002, 2003, c'était encore un peu les années 90 en réalité. Du point de vue de la mode, de la technologie, des bagnoles, tout ça, c'était encore un peu les années 90 et la vibe des années 80 était encore assez présente. Dans les années 2010, la vibe des années 90 commençait tout doucement à s'estomper, on laissait plus la place aux années 2000, mais là, dans les années 2020, 2025, ça y est, on est en plein dedans, la technologie est absolument partout, tout le monde a un smartphone, l'intelligence artificielle est en train d'exploser, elle ne fait que s'améliorer d'année en année et surtout, on atteint des progrès juste délirants à absolument tous les niveaux. Et ça, j'en parlerai dans un podcast spécial, il faut qu'on parle des progrès juste dingues que l'on découvre d'année en année, presque de mois en mois, voire de semaine en semaine, dans les domaines de la technologie ou plutôt la haute technologie, également la médecine, le sport, le bien-être. Le bien-être, c'était un terme qui n'existait quasiment pas dans les années 90. On arrive dans une époque juste exceptionnelle. Et j'apprends personnellement à me détacher de cette analyse car je suis pauvre. Je n'ai pas spécialement beaucoup de moyens, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler, on va dire, des progrès, des avancées, de ce nouveau siècle. Et personnellement, je vous balance cet avis avec une certaine forme de recul. Je ne m'inclus pas dans ce monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, les nouvelles générations, ce qui va nous précéder et ce qui nous attend, c'est juste colossal. Et j'espère rester vivant le plus longtemps possible pour voir l'évolution graduelle et je pense que vous êtes dans ce cas également, notamment ceux qui aiment rêver, ceux qui sont portés vers l'avenir, chose que malheureusement en France, on a beaucoup de mal à assumer. Car malheureusement en France, on a tendance à un petit peu trop regarder dans le rétroviseur, toujours regarder dans le passé, et quand on a une vision de l'avenir, c'est toujours une vision négative. Par exemple, quand je parle de l'IA, quand je parle des bienfaits que vont nous apporter l'intelligence artificielle, systématiquement, qu'est-ce qu'on me renvoie comme référence? Terminator et Matrix. Super! Mais désolé de vous choquer, le vrai monde, c'est pas du cinéma, c'est autre chose, c'est un peu plus complexe, et c'est surtout un peu plus positif, car on voit bien que l'IA va littéralement bouleverser notre existence, va la rendre plus simple. Je sais que bon nombre d'entre vous sont inquiets, tout comme les gens étaient inquiets à l'arrivée, rappelez-vous, d'Internet, des réseaux sociaux. Je me rappelle très bien des discours qu'on entendait quand on a eu l'arrivée de Facebook, l'arrivée de YouTube. Il n'y avait que des avis négatifs. Écoutez, on est toujours là. Je pense pas que le monde soit pire qu'avant. Je pense même qu'il est meilleur, mais ça j'en parlerai davantage dans le podcast. Je vais pas encore extrapoler. Je veux juste que vous gardiez espoir dans l'avenir car, écoutez, j'estime que c'est la seule démarche, la seule chose à faire. Et d'ailleurs, je veux vraiment en parler, je vous le dis dans ce podcast auquel je tiens, car je vois qu'il y a beaucoup trop de mal-être chez bon nombre d'entre vous, notamment pas spécialement chez les plus jeunes, plus les mecs de ma génération, ceux qui ont grandi dans les années 80, 90. Je ressens une sorte d'amertume, une sorte de, pas de dégoût, mais presque de la société, de ce monde moderne, et j'aimerais qu'on
qu'on en finisse avec ça, car on peut pas remonter le temps, on peut pas revenir en arrière, et c'est pas spécialement une solution, car on a tendance à idéaliser le passé, parce qu'en réalité le passé était beaucoup moins fun qu'on ne le pense. C'est généralement le réflexe humain, c'est toujours imaginer que c'était mieux avant pour se rassurer en lui-même, mais maintenant il va falloir passer à une autre étape. Il va falloir changer de mindset et apprendre à aller de l'avant. Et parce que comme je dis souvent, la France est malheureusement un pays musée, et qui dit pays musée dit peuple musée. Et je ne dis pas que tout est mauvais dans notre histoire, tout est mauvais dans le passé, c'est pas ce que je dis. Je veux juste qu'on aille de l'avant et qu'on adopte un mindset un peu plus positif, plus sain, car je pense pas que la forte consommation d'antidépresseurs ne soit pas en lien avec le mindset général. L'homme ne se sent bien que dans deux cas de figure, quand il reste dans une sorte de nostalgie qui lui rappelle des bons souvenirs, on se met dans une espèce de petit cocon, de petite enveloppe où on s'entoure de souvenirs positifs, machin, nos souvenirs de jeunesse, tout ça. Il y a ces moments-là où on se sent très bien, et il y a un autre moment où on se sent encore mieux, c'est quand on va de l'avant et qu'on a des projets, des objectifs. Et quand je parle de projets, d'objectifs, je ne parle pas spécialement d'argent, je ne parle pas spécialement de richesse, mais je parle davantage de développement personnel, de construction, d'aventure. Bref, c'est un autre sujet, j'en parlerai dans ce podcast. Mais bref, j'arrête de vous embêter, excusez cet enthousiasme, c'est plus fort que moi, ça bouillonne en moi, je suis tellement bourré d'optimisme par rapport à l'avenir. Et d'ailleurs, quand je parlais de progrès, je vous le dis maintenant, même si je devrais peut-être pas, mais je vais pas balancer son nom, mais en gros, j'ai reçu un message d'une abonnée ce matin, un message qui m'a fait chaud au cœur. J'ai pas versé de larmes, mais presque, parce que je savais que ça allait bien se passer, mais en gros, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était guérie de son cancer. Une abonnée qui a 35 ans, qui a chopé son cancer il y a 2 ans, cancer du sein, elle est guérie. Voilà, c'est plusieurs chimios, plusieurs opérations, tout ça, et elle est guérie, elle est sortie d'affaire. Son cancer a disparu. Elle a perdu ses cheveux, il repousse, tout ça. Elle va survivre. Et ça, c'est une excellente nouvelle, car les progrès de la médecine ont juste évolué à un niveau juste inespéré par rapport aux années 90, 80, 70. Vous allez me dire que c'est logique, mais on ne prend pas assez en compte les points positifs. On retient les points négatifs, qui sont une réalité, la surcharge des hôpitaux, les difficultés pour se soigner, pour trouver un dentiste, un médecin, je sais ce que c'est, croyez-moi. Je peux parler de l'insécurité, du dumping social, de la pauvreté, je suis bien placé, vraiment. Je peux parler de tout ça, mais je veux davantage me focus sur les points les plus positifs. Et quand j'entends ce genre de nouvelles, comme quoi mon abonné s'en est sorti, a guéri son cancer, et écoutez, je suis très heureux car ça annonce que des bonnes choses pour l'avenir. Et de toute façon, j'en parlerai encore une fois, mais voilà, je la salue, je l'embrasse très fort. J'étais sûr qu'elle s'en sortirait, parce que je vois très bien, je vois l'évolution de la médecine, j'avais quand même peur, mais j'avais, cet espoir qu'elle s'en sortirait. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on peut soigner des trucs qui étaient impensables à traiter il y a encore 15-20 ans. Et c'est juste génial. Nous vivons dans une époque fantastique, je crois que certains ne s'en rendent pas assez compte, mais j'en reparlerai encore une fois. Je le dis dans un podcast spécial, car je veux aider à supprimer, à détruire, à concasser je ne vais pas dire cette dépression, mais ce mal-être qui a tendance à un petit peu trop envelopper une partie de mes contemporains. Je veux pouvoir aider certains, et pour ça, il suffit simplement de quelques mots, quelques phrases, un nouveau mindset à adopter. C'est un truc qu'on fait étape par étape, car j'ai été comme ça, j'ai été accro à l'actualité, j'ai été accro aux nouvelles les plus négatives. Vraiment, j'ai été, sous perfusion de négativité pendant une dizaine d'années, et j'en suis sorti progressivement. Et honnêtement, je suis quelqu'un d'autre, je suis beaucoup mieux dans ma tête, dans mon corps, à absolument tous les niveaux. Et les copains qui sont en galère, je vais pouvoir les aider, car il y a toujours une porte de sortie. Bref, allez, j'arrête de vous embêter. C'est parti pour ce top meilleur film, et je précise qu'il n'y aura pas 10 films, mais 13. Et dans ces 13, il n'y a pas que des films que j'ai appréciés. C'est là tout le paradoxe. Dans ce top meilleur film de 2024, j'ai mis des films que je n'ai pas spécialement appréciés. Et ouais, je sais. Pour autant, j'ai des bons arguments pour les défendre. C'est-à-dire que je les aime pas, mais je les défends quand même. Allez comprendre. Alors pour commencer, je vais parler d'un film qui m'a extrêmement déçu. Vraiment, ça a été la déception de l'année. Alors que pourtant, c'était l'ultime film de l'année 2024. J'étais sûr qu'il allait être génial et relever le niveau, même si le niveau était quand même assez élevé pour 2024 par rapport aux années précédentes. Vraiment, 2020, 2021, 2022, 2023, c'était des années catastrophiques du point de vue du cinéma. Et 2024 a bien rehaussé la barre. Cependant, ce film, je m'attendais à un chef-d'œuvre absolu, finalement ça a été une grosse déception. C'est Nosferatu de Robert Eggers. Jusqu'à la dernière seconde, j'y ai cru, mais au fur et à mesure du visionnage, je me suis aperçu que finalement Nosferatu était raté sur quasiment tous les plans, sauf un, la mise en scène et la photographie. Encore une fois, c'est du pur Robert Eggers, et ça fait du bien. Robert Eggers, c'est un des meilleurs réalisateurs qu'on ait actuellement, un des meilleurs réalisateurs de sa génération. J'ai adoré The Witch, j'ai surkiffé The Lighthouse, pour moi c'est son meilleur film. J'ai adoré The Northman. Par contre, Nosferatu, j'ai beaucoup moins kiffé.
Pour autant, je reconnais certaines qualités. Alors d'abord, je vais parler de ce qui m'a dérangé, j'en ai parlé dans une critique, mais en gros, ce qui m'a saoulé, c'est le personnage de Nicolas Hoult, c'est les incohérences, enfin plutôt les moments complètement lunaires qui n'ont, comment dire, on se demande, enfin, on se dit, ça va pas. Il y a une question de timing, il y a une question de cohérence, ça ne le fait pas, comme le passage où, je vais pas vraiment spoiler, mais ce passage où Nicolas Hoult se barre du château. C'est complètement lunaire ce passage, rappelez-vous. Le mec, il se réveille, il voit qu'il y a des chiens qui lui courent après, il ouvre la fenêtre, il saute. Ok, il y a d'autres passages que je pourrais souligner, mais qui m'ont ulcéré de par, je veux pas dire leur stupidité, mais ni leur incohérence. En fait, c'est particulier parce que les problèmes j'allais dire The Northman, mais les problèmes de Nosferatu, c'est des problèmes qui sont, on va dire, pas spécialement palpables. C'est aussi très personnel. C'est compliqué de juger un film comme Nosferatu. En tout cas, personnage de Nicolas Hoult, j'ai eu beaucoup de mal. Willem Dafoe, que j'adore particulièrement, enfin comme tout le monde, là j'avoue qu'il m'a saoulé, je trouvais qu'il cabotinait, il en faisait des caisses, il était, je trouve, lourdingue. Il y avait des choix, pareil, dans ce film qui étaient un peu douteux, le choix de la musique, tout ça, à certains moments, c'était mal placé. Il y a plein d'éléments que pareil, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé dans ma critique, notamment la fin, tout ça, comment c'est amené, comment c'est foutu. Mais j'ai été relativement déçu par le film, mais je retiens toutes ses qualités, à savoir son esthétique, sa mise en scène. Lily Rose Depp qui était géniale, elle était vraiment excellente dans son rôle. Je retiendrai également d'autres scènes qui m'ont vraiment fait peur, faire peur aujourd'hui, c'est chaud quand même, faut y aller. Et pourtant, Robert Edgers a réussi, notamment tous les plans où on voit Nosferatu, là, Orlok, je sais pas quoi, là, Nosferatu, quand il est derrière les rideaux, quand on voit son ombre à travers les rideaux, mais pas à l'extérieur, ça c'était génial. Quand on voit Rose Depp là qui s'élève, tout ça, c'était des plans qui étaient cinéma, baroque, gothique, appelez ça comme vous voulez, mais Robert Edgers, il a une patte, il a une âme, et c'est ce que je kiffe chez lui, enfin du moins c'est ce qu'on kiffe chez ce mec, il a une patte très à l'européenne, très old school, et vraiment j'adore son style, même si son Nosferatu m'a extrêmement déçu. Je retiendrai vraiment, vous voyez, c'est compliqué un cas comme Nosferatu, parce que les qualités sont tellement fortes qu'elles arrivent presque à gommer les nombreux défauts de ce film, car il y en a, hein, et malheureusement, Edgers n'a pas été, j'estime, assez loin. Certains ont trouvé qu'il était très bon au niveau du trash, de l'horreur, tout ça, mais je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin, montrer encore plus de dingueries. Or, malheureusement, je trouve qu'il s'est un peu trop, un peu trop bridé, il s'est auto-censuré. Je veux dire, oser la comparaison avec The Northman, c'est incomparable. The Northman était beaucoup plus violent, beaucoup plus énervé. Je pense que la plupart du public qui ont kiffé, ceux qui ont kiffé Nosferatu, peut-être que dans le futur, ils verront ce film un petit peu à la baisse au niveau qualitatif. Enfin, je pense, hein. En tout cas, c'est encore bien que... Parce que ça, le truc, voilà, c'est ça, je vais y arriver. C'est que... je prenais en compte mon avis de cinéphile, de mec qui a l'habitude de voir des films, qui a l'habitude de voir des films au cinéma. Donc, je vais pas dire que je suis revenu de tout, que j'ai tout vu, mais malheureusement, ce que j'ai vu, ça m'a pas spécialement choqué. Mais par contre, ça suffira à ceux et celles qui n'ont pas spécialement l'habitude des films d'horreur, des films presque expérimentaux, car Nosferatu a quelque chose de presque expérimental, mais pas un truc expérimental un peu trop perché, qui parle qu'à une fanbase particulière. En tout cas, c'était bien essayé de la part d'Edgers, mais globalement, j'ai été déçu, mais sans pour autant le mettre dans la catégorie des meilleurs films de l'année, j'estime qu'il mérite presque sa place, au moins grâce à son esthétique et sa photographie. Et encore une fois, ce qui me saoule, c'est que Edgers s'est non seulement auto-censuré, mais il s'est aussi auto-cuté ou je sais pas quoi, car c'est particulier Nosferatu, en gros, en même temps, ça va trop vite et c'est trop long. Edgers va en faire des caisses, il raconte une petite histoire, mais qui s'étale en longueur, et je trouvais ça interminable. Il y a aussi d'autres choses qui m'ont profondément saoulé, c'est qu'il a réussi l'exploit de cutter des scènes qui étaient juste excellentes. Comme le passage où Nicolas Hoult, il arrive dans le village des tziganes ou je sais pas quoi, qui font une danse traditionnelle. Ça, c'était génial quand ils font leur danse folklorique. Je m'attendais à ce que ça dure un petit moment, comme par exemple, il nous a montré dans The Northman et dans The Lighthouse. Rappelez-vous de la scène de la gigue irlandaise entre Pattinson et Willem Dafoe. Ça dure un petit moment, on est dedans, il y a de l'ambiance, c'est cool. Dans The Northman, on a le rite funéraire avec la meuf qui chante, tout ça. On a aussi l'autre passage où on a les chants païens avec les couples, etc. C'est assez long, ça dure 2-3 minutes, on a le temps de se mettre dedans, et on est en pleine immersion dans cet univers. Or là, la danse folklorique, cutée en 30 secondes, et il y a cet autre passage où ce personnage se transforme en vampire, il est dans une église orthodoxe, on a les mecs qui font les chants, les espèces de prêtres qui ressemblent à des mages, des magiciens, qui font leur messe, etc. L'ambiance est super cool, enfin super flippante, baroque, gothique, ce que vous voulez. C'est très, comment dire, c'était génial, c'était edgersien, et là... Même chose, c'est éclipsant en 2-2, ça passe super vite, on a le temps de rien savourer, et ça m'a un peu saoulé. Les deux scènes, pour moi, deux scènes qui auraient pu être iconiques, ont été
expédié en quelques secondes. Et ça, pour moi, c'était extrêmement frustrant, sachant que dans ses films précédents, il savait prendre le temps de vous mettre dans l'ambiance, de vous faire voyager. Bref, Nosferatu, j'ai détesté, et en même temps, j'ai kiffé les quelques éléments dont j'ai parlé, et c'est pour ça que je voulais quand même le mettre dans cette liste. Pour moi, il fait à la fois partie des meilleurs et des pires films de l'année. Juste après Nosferatu, je vais parler d'une autre déception, et qui pour moi est une déception un peu moins douloureuse, c'est Here de Robert Zemeckis, Monsieur Retour vers le futur, Forrest Gump, etc. Alors Here, c'est pas un de mes films préférés, mais j'ai quand même envie de le mettre en avant car c'est un film qui est quand même relativement ambitieux malgré sa simplicité. En gros, tout le film se déroule dans une seule et même pièce, et on découvre donc la vie quotidienne d'une famille américaine, sur les années, sur les décennies. On voit pas que ça d'ailleurs, on voit également les ancêtres, les prédécesseurs, également ce qui s'est passé après, tout ça. Eh bien j'ai aimé, je me suis laissé porter par le truc, même si j'ai pas spécialement kiffé, mais je retiens l'ambition. Une ambition qui est assez paradoxale, sachant que tout est filmé en un seul même plan, mais heureusement, Zemeckis, enfin le grand Rob, pardon, il a toujours de bonnes idées, à chacun de ses films, une originalité, et ce que j'aimais bien avec son film, c'est qu'il poursuit encore la logique du rajeunissement des acteurs, chose qui avait, rappelez-vous, démarré en 2019 avec The Irishman, où on a vu les acteurs rajeunir, Robert De Niro, Al Pacino, enfin quand je dis rajeunir, pas tellement, parce que c'était juste un filtre Instagram, ça n'allait pas plus loin que ça, mais officiellement c'était considéré comme un des premiers films qui mettant en branle le rajeunissement numérique, tout ça. C'était pas terrible, mais 4 ans après, en 2023, on a eu Indiana Jones 5, et excusez-moi, je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas d'accord, mais le rajeunissement d'Harrison Ford était pour moi extrêmement réussi, enfin c'était super bien fait. Je veux dire, c'était juste sans précédent. Et moi je me vois dans le futur, j'ose même pas imaginer ce que ça va être en 2033. Et là, pour Here, le grand Rob, rajeuni et vieilli, Tom Hanks et Robin Wright. Et je suis désolé, mais le rajeunissement a super bien réussi. Beaucoup ont trouvé ça dégueulasse, moi j'ai trouvé ça très bien, car j'avais vraiment l'impression de voir Tom Hanks jeune et Robin Wright jeune. Alors il y a juste la voix, je crois, qu'ils n'ont pas tellement réussi à rajeunir pour Tom Hanks, mais ça passe, le visage passait nickel. Et j'ai été globalement transporté par l'histoire, une histoire pleine de philosophie, pas spécialement géniale, attention, il y avait des moments où vous dites, bon attends, dans quoi il nous embarque, mais c'était original, c'était ambitieux, et un réalisateur comme Rob, on n'en a pas beaucoup. Dans les nouvelles générations, on n'a pas beaucoup de gars qui ont, je veux dire, le talent de Zemeckis. Même chose pour Spielberg. Spielberg et Zemeckis, pour moi, c'est à peu près les mêmes. Et malheureusement, on n'a pas de Spielberg, on n'a pas de Zemeckis actuellement. On a des Robert Edgers, on a des Ari Aster, mais on n'a pas d'équivalent à Spielberg. C'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, Here, ça fait partie des dernières pépites de ce grand réalisateur. Et j'estime qu'il mérite le coup d'œil, au moins pour la curiosité. C'était pas un film excellentissime, c'était pas un chef-d'œuvre. Peut-être qu'il deviendra dans le futur, peut-être qu'on le reverra à la hausse, mais j'estime que ce film ne méritait pas son bid, car c'était un bid juste colossal. Il ne méritait pas les mauvaises critiques qu'il s'est tapé, parce que c'était un produit qui était ambitieux, qui avait une certaine originalité, même si c'est tiré d'un comics, d'un roman graphique, mais il fallait le faire, il fallait essayer, et j'estime que le grand Rob nous a produit un excellent cru, enfin du moins un cru qui fait honneur à cette année 2024, et il fallait que j'en parle, car on n'en a pas assez parlé malheureusement. D'ailleurs, j'en profite, on parle souvent de Forrest Gump comme le plus grand film de Robert Zemeckis. Pour moi, son plus grand film, c'est Seul au monde. Et je voulais justement proposer à ceux et celles qui ont adoré Forrest Gump, si vous voulez découvrir le Forrest Gump de sa génération, ou plutôt le Forrest Gump des années 2000-2010, je vous invite à découvrir ou redécouvrir L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, film sorti en 2009, et bien pour moi ça c'est un petit peu le Forrest Gump de ma génération. Alors en soi le film, il est pas aussi fun, il est assez dur, j'ai chialé toutes les larmes de mon corps à pas mal de moments et surtout la fin, mais quoi qu'il en soit ça reste une immense merveille. Là aussi ils ont rajeuni un peu Brad Pitt, et vieilli également, là pareil. Merveille, ce film, j'ai du mal à croire qu'il est sorti en 2009, car on a très peu d'équivalents. En tout cas, ce film mérite le coup d'œil. Si vous avez kiffé les films sur la vie, la philosophie, tout ça, si vous avez aimé Forrest Gump, si vous avez aimé Here, vous aimerez L'étrange histoire de Benjamin Button. Et si vous avez aimé Forrest Gump et L'étrange histoire de Benjamin Button, vous aimerez peut-être Here. Ensuite, il faut que je parle de L'amour ouf. Pour moi, un des meilleurs films français de cette année, si ce n'est le meilleur film français. Alors, des films français, j'en ai pas vu des masses, j'en ai vu assez pour me faire un avis, mais quoi qu'il en soit, L'amour ouf, c'est pour moi le meilleur du point de vue de la maîtrise et de la mise en scène, et également du côté de l'acting, car pour une fois, j'estime que François Civil jouait bien, parce que François Civil, c'est un petit peu, comment dire, à qui je l'avais comparé lui déjà, mais en gros, je sais plus à quel acteur américain je l'ai comparé, mais ce qui est agaçant chez François Civil, c'est son expression, il a toujours la même, alors c'est les yeux écarquillés. Le mec, il fait tout le temps le gars surpris, un peu gauche, un peu maladroit, tout ça. Il a le même rôle depuis une bonne dizaine d'années, et là, pour une fois, on le voyait dans un autre style, dans un style un peu plus énervé, plus déter, tout ça. Ça lui allait très bien, et je l'ai trouvé transfiguré, je le reconnaissais presque pas.
Pardon l'Adèle extra Rastapopoulos, je sais pas quoi, bon bah toujours la même, toujours le même phrasé de Lascar, de Kaira, insupportable. Bon personnellement je sature quand je la vois, mais le reste c'était génial. Les seuls défauts que je peux accorder à ce film, c'est donc bah la fin, que j'ai trouvé ratée, et également le personnage comment ça s'appelle, enfin il y a deux acteurs qui pour moi étaient de trop, c'est Jean-Pascal Zadi, et qui avait rien à foutre là, parce que le film était beaucoup trop sérieux pour le mettre là-dedans, lui il est beaucoup trop branché humour, et d'ailleurs sa présence n'était uniquement là que pour apporter cette touche d'humour qui était juste inutile, et également je note la présence d'Anthony Bajon, acteur qu'on voit partout, et je ne comprendrai jamais son succès, enfin les acteurs français généralement on les voit partout, et pareil, je m'interroge sur leur succès, je m'interroge sur le succès de François Civil, de Raphaël Quenard, de Pierre Ninet, je ne comprends pas comment ces mecs peuvent autant cartonner. Bon après je sais que le niveau en France il est pas trop exigeant, parce qu'en France on ne cherche pas des acteurs, mais des personnalités. Pierre Ninet fait du Pierre Ninet, Jean Dujardin fait du Jean Dujardin, je sais pas quoi d'autre encore, François Civil fait du François Civil. Quoi qu'il en soit, Anthony Bajon, je le vois un peu trop souvent, et il a tout le temps le même rôle, et là, pour le peu qu'on voit, je l'ai pas trouvé transcendant, je l'ai pas trouvé incroyable, et voilà, c'est... J'ai pas aimé la fin de L'Amour Ouf, je pense qu'elle cassait beaucoup trop la dynamique, elle brisait ce qui avait été amorcé dès le début. Une belle intro très dynamique, très hollywoodienne, et c'est pour ça que j'ai bien kiffé, que j'ai été mis dedans dès le début. Et en soi, le film est extrêmement réussi du point de vue de la photographie, du point de vue de la mise en scène, du point de vue de l'acting. Et également mention spéciale à Alain Chabat, qui était très bon dans son rôle, le rôle du père de Jackie, je l'ai trouvé excellent. Et je mentionnerai toutes les bonnes idées, toutes les... comment ça s'appelle, les prises de risque, j'ai envie de dire, de Gilles Lelouch, parce que Gilles Lelouch est quand même un bon réalisateur. J'estime qu'il est encore mieux à la réalisation qu'à l'acting. Son Grand Bain, j'avais adoré d'ailleurs. J'estime que le Grand Bain est supérieur à L'Amour Ouf sur bien des plans. Le Grand Bain, c'est un petit peu une sorte de Full Monty français. Et L'Amour Ouf, je le mets quand même dans la liste des meilleurs films français, car il était captivant, intéressant, beau visuellement. Il a ses défauts, je suis d'accord, mais ses défauts sont surclassés de très loin par toutes ses qualités. Et c'est un film qui méritait son succès, même si le titre est pour moi juste insupportable, L'amour ouf, quoi. Putain, l'amour wesh aussi pendant qu'on y est, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce titre à la con? Donc je sais pas pourquoi ils ont donné ce titre, et je me fous totalement de la raison, il paraît qu'il y a une raison logique, machin, je m'en fous totalement. En tout cas, film, belle découverte. Belle tentative, belle prise de risque. Les années 90 d'ailleurs étaient très bien retranscrites, tout ça. Gilles Lelouch s'est permis un petit trip, justement, en retournant les années 90, tout ça, c'était super intéressant. En tout cas, j'ai passé un très bon moment devant L'Amour Ouf, ce qui est assez rare pour être souligné pour un film français. C'est très rare quand je prends du bon temps dans un film français, il fallait que je le note, il fallait que j'en parle. En tout cas, si on faisait plus de films avec ce niveau de, ce niveau de maîtrise, au niveau de l'esthétique, au niveau de la mise en scène, au niveau des idées, etc., si on produisait plus de films comme ça, eh bien, ce serait bien parce que le cinéma français serait peut-être sauvé. Parce que malheureusement, pour un bon film français, on en a 50 qui sont foirés, quoi. D'ailleurs, il faut qu'on en finisse avec cet argument insupportable du style, parce que c'est un truc qu'on me ressort tout le temps, ça. Quand je critique le cinéma français. Ah oui, mais tu critiques le cinéma français parce que t'es pas curieux. Il faut chercher pour trouver des bons films. Bah c'est là le problème. Il faut chercher. Et la majorité des gens, ils ont pas que ça à foutre que de chercher. Je suis désolé, et encore, j'estime être quand même assez curieux, car des fois, je vais regarder des trucs un peu underground que personne n'ose regarder, parce que moi aussi, je tente, je regarde des trucs pour partager ça à ma communauté, mais c'est très rare quand je tombe sur une vraie pépite. J'ai beau chercher, c'est très rare quand je tombe sur un truc de zinzin, quoi. Donc l'argument du « faut chercher », ouais, ça, j'en peux plus, quoi. Qu'on arrête avec cet argument de voilà, « c'est dépassé, c'est déjà has-been ». Non, le cinéma français est médiocre dans sa quasi-intégralité, il n'y a pas besoin de revenir dessus, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'améliorera, j'y crois personnellement, je pense qu'un jour on arrivera à un cinéma qualitatif, je dis pas qu'on y reviendra, je dis qu'on arrivera, car pour moi le cinéma français n'a jamais été réellement grandiose. Dans les années 60, 70, 80, 90, il y avait des pépites, je suis d'accord, de grands films que j'ai adorés, mais globalement, c'était pas non plus... il n'y avait pas de quoi concurrencer Hollywood, qu'on arrête de se mentir les gars, qu'on soit un peu honnête vis-à-vis de notre cinéma. Et si je suis honnête de cette façon, c'est dans l'optique, dans l'espoir que ça s'améliore. Donc pour terminer maintenant du côté des bons films que j'ai pas spécialement aimés, j'ai mis Alien Romulus. Le film a des tas de défauts, mais il a quand même des tas de qualités. Enfin quoique non, ce film n'a pas des tas de qualités. Il a des tas de défauts, mais il a une qualité prédominante qui fait que on arrive presque à oublier tout ce qui déconne, et sa qualité principale, enfin je peux revenir sur les défauts, hein, le casting, que des gamins, on est très loin de ce qu'on a vu dans les premiers, on sent bien que là, Disney, enfin plutôt la production, cherche à draguer un public plus jeune, on sent bien l'intention, on a compris, je pourrais relever certains défauts, mais je retiendrai une grosse qualité, c'est l'esthétique, c'est la mise en scène, c'est la photographie, wow, pour ça rien à dire, 10 sur 10 direct.
J'étais dedans, j'étais dans l'ambiance, vaisseau fantôme, tout ça, avec tout le design, tout le matériel qu'on avait vu dans le premier Alien. C'était vraiment fidèle au premier film. On sent bien que le réalisateur était un fan invétéré du premier film. Et c'est principalement ça que je retiendrai dans cet Alien Romulus. Je retiendrai également la scène de l'attaque des Facehuggers. On va pas se mentir, cette scène était géniale. L'attaque dans la flotte, là, tout ça. C'était grandiose. Par contre, le reste, j'avoue que j'ai pas spécialement accroché. Je retiendrai bien sûr la scène des xénomorphes, hein, dans le comment ça s'appelle, dans le couloir avec l'acide, et tout ça, quand la meuf, elle nage, enfin, elle essaye de pas se faire bouffer par l'acide. Cette scène était plutôt bien travaillée, intelligente, originale. Et c'est les seuls éléments que je retiendrai. L'esthétique, comment ça s'appelle, quelques idées et quelques scènes. Ça n'en fait pas un chef-d'œuvre, ça n'en fait pas le meilleur Alien, loin de là, mais je voulais quand même le mettre dans la liste des meilleurs films de l'année, même si je ne suis pas un fan d'Alien Romulus. J'ai largement préféré le premier et bien sûr le quatrième, Résurrection. Pour moi, c'est le meilleur Alien, enfin c'est un des meilleurs Aliens, le deuxième avec le premier. J'assumerai jusqu'au bout, je sais que c'est mal vu, mais je considère le 4 vraiment comme une véritable merveille. Et bah écoutez, Romulus, même si j'ai pas spécialement kiffé, je reconnais les qualités objectives qui font de ce film un bon divertissement. Par exemple, je peux amener pour des films, parce que c'est un film estival qui est sorti cet été, enfin du moins au cours de l'été 2024, je pourrais appuyer en comparaison Deadpool, Wolverine, qui est un gros blockbuster, etc. attendu. Bon, eh bien, j'ai passé un meilleur moment devant Alien que devant Deadpool. Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport. Je suis ok, seulement, ces deux films à grand spectacle, deux gros blockbusters, avec leurs qualités et leurs défauts, eh bien je suis désolé, du point de vue qualitatif, Alien Romulus surclasse carrément un film comme Deadpool versus Wolverine. Je me fais comprendre ou pas? Oui, non? J'espère que oui. Maintenant, grosse surprise de l'année, il faut que je parle de Monkey Man, réalisé par Dev Patel, le mec de Slumdog Millionnaire et de la série de télé, je crois, Scrubs, je crois, je sais plus quoi, non, le truc avec les ados, là, je sais plus comment ça s'appelle, pas Soda, non, bon bref, en tout cas, il a joué dans une série pour ados, et ah, je m'en souviens plus. Mais bref, en tout cas, belle surprise. Sauf la fin. J'estime que la fin était un petit peu ratée, un peu trop lyrique, un peu trop mélancolique, enfin un peu trop soft, un peu trop zen. Par contre, le reste, wow, Monkey Man, belle réussite, magnifique scène de baston. On tient ici pour moi le produit parfait du côté des films indiens, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les films indiens, car il y a toujours un peu trop de chorégraphie, trop de chansons, ça part dans tous les sens, machin. J'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, on sent que Dev Patel a bien compris ce qui déconnait dans le gros des films indiens. Enfin, il a compris. Il s'est juste adapté. On sent bien que ce film est un produit qui est davantage orienté pour les Occidentaux plutôt que pour les Indiens, parce que c'est beaucoup trop réaliste, c'est beaucoup trop cru. Alors après, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas si les Indiens ont réalisé des films du même tonneau. Quoi qu'il en soit, le peu de film indien que j'ai vu, ça partait beaucoup trop loin, avec des effets spéciaux, des animaux, des machins, des comédies musicales. Or là, on n'a que de la froideur, de la baston, de l'inventivité, et ce film était bourré d'inventivité. Mention spéciale à la baston au milieu du film, c'est une des meilleures scènes de baston que j'ai vues. À chaque fois, je pense toujours qu'on va jamais faire mieux, et bah pour le coup, ils ont fait mieux que d'habitude, et j'avoue que Monkey Man a été une belle surprise, même si j'ai pas spécialement apprécié la fin d'ailleurs, je dois admettre que je me suis laissé porter, c'est juste que j'ai eu le contre-coup en mode « Ah bah la fin, mais ils se sont pas fait chier, ils auraient pu faire un truc un peu mieux », mais globalement, c'était un bon film, c'était un bon spectacle, bien énervé, bien visuel, très, encore une fois, je le dis, très occidental malgré le fait que ça se déroule en Inde avec que des acteurs indiens, tout ça. Dev Patel a très bien compris le truc, c'est son premier film, et pour un premier film, franchement, GG, hein, bien joué. Je ne m'y attendais pas, et je le conseille à ceux et celles qui adorent les films de baston, les John Wick, les trucs comme ça pourrait peut-être vous plaire. Encore une fois, je dis, attendez-vous à une fin plutôt soft par rapport au premier arc, parce que le premier arc est quand même assez énervé, surtout la scène de baston dans l'hôtel au début, enfin, plutôt vers la moitié du film. J'ai adoré, j'ai passé du bon temps, et j'estime qu'il méritait largement sa place dans les meilleurs films de l'année 2024. Maintenant, il faut que je parle d'un petit film français qui est passé sous les radars, un film d'une réalisatrice qu'à la base, j'exècre complètement, une certaine Mélanie Laurent, que ce soit en termes d'acting ou d'interview, je ne peux pas écouter cette meuf, c'est impossible, du point de vue de l'arrogance, du point de vue de la suffisance, on tient la Parisienne incarnée. Pourtant, je dois admettre que son film était une véritable petite merveille. Ce film, c'est Libre, disponible sur Amazon Prime, une belle petite surprise, sachant que en 2023, Mélanie Laurent avait réalisé l'extrêmement pénible Voleuse, un véritable vol, un vol de mon temps, un vol de mon argent, vu que bon, c'était sur Netflix, tout ça. Ça me sidère de savoir que j'ai payé un abonnement pour ce truc. En tout cas, Voleuse était un des pires films de l'année 2023, peut-être un des pires films de la décennie tout court, mais son Libre, wow, le jour et la nuit, c'est juste incomparable, du point de vue de l'acting, du point de vue de l'originalité, du point de vue de l'histoire, du point de vue de la reconstitution, vu que l'histoire se déroule dans les années 90, tout ça, 80-90, l'histoire d'un gars qui braquait les supermarchés. Bah écoutez, j'ai été marqué par son film. Vraiment, c'était le jour et la nuit entre Voleuse et Libre. Hein. Je sais pas si c'est parce qu'elle était chez Netflix, mais en gros, Mélanie Laurent restait chez Prime, hein, parce que chez Prime, beau boulot, beau travail. En tout cas, le film était une belle surprise. J'y ai vu un Yvan Attal
excellent, alors que d'habitude Yvan Attal c'est pas un acteur que je trouve vraiment grandiose, enfin il est très bon dans les rôles de dépressifs, de mecs qui font la gueule, tout ça, mais là je dois admettre que dans celui-là il était excellent, et bah, c'est un bon divertissement, un bon film français que je recommande, avec plein de bonnes idées, beaucoup de poésie. Mélanie Laurent a fait preuve ici, bah ouais, effectivement, de poésie, de douceur, de sensibilité, ça se ressent, ça se voit, et c'est une des raisons pour lesquelles bah, je mets ce film dans le top film 2024, je le mets devant L'Amour Ouf, j'ai passé un meilleur moment devant Libre que devant L'Amour Ouf, c'est dire, parce que le film est bon du début à la fin, alors que L'Amour Ouf est bon du début jusqu'à la moitié, quoi, vers la fin ça se barre un peu en cacahuète, donc je dois admettre, bravo Mélanie, beau boulot, excellent divertissement, très bon film français. Maintenant, il faut que je vous parle d'un film que j'ai pas spécialement kiffé non plus, mais qui m'a quand même laissé un souvenir, je veux dire, qui m'a laissé quand même une... C'était assez douloureux, mais dans le sens spectaculaire du terme, c'est Le Cercle des Neiges, une nouvelle adaptation de cette catastrophe qui s'est passée dans les années 70, où un avion rempli de rugbymen uruguayens s'est fracassé dans la cordillère des Andes, où les gars sont restés coincés pendant des semaines, des mois dans la neige, ils ont rien pu faire à part bouffer des cadavres, enfin les mecs c'était horrible quoi. Et bien ce film est une très belle reconstitution du calvaire que ces jeunes-là ont vécu. Alors je sais que beaucoup appuient la comparaison avec Les Survivants, qui est sorti en 92, le premier film qui mettait en scène le calvaire subi par ces jeunes après leur crash. Film qui a énormément de qualité, et pour moi c'est un peu une erreur de comparer les deux parce que bah, les deux ne s'adressent pas au même public, j'ai envie de dire. Le Cercle des Neiges s'adresse davantage aux nouvelles générations qu'à ceux qui ont connu Les Survivants. Les Survivants, bah, c'est beaucoup trop vieillot pour les jeunes de maintenant, alors que Le Cercle des Neiges, ça leur parle. Et du point de vue visuel, je dois admettre qu'il y a des scènes qui resteront gravées jusqu'à la fin de mes jours, notamment le passage du crash, où on voit les sièges qui avancent avec toutes les chevilles qui se font briser. Bref, ça m'avait fait froid dans le dos. On voit la réalité d'un crash d'avion, tout ce que ça implique en termes de dégâts, de blessures, tout ça. Je retiendrai cette scène ainsi que plein d'autres, hein, quand les gars crèvent de faim, meurent de froid, comprennent, enfin on ressent le désespoir en eux, c'est juste atroce, quand ils comprennent que les recherches sont arrêtées et qu'on les voit devenir fous à courir partout en hurlant, en pleurant. Cette scène m'a vraiment glacé le sang, et il y a juste un truc que je comprendrais pas, c'est comment les mecs ont pu poser en photo en souriant, tout sourire alors que les gars ont bouffé leurs potes. J'aurais fait pareil à leur place, hein. Vous avez rien à bouffer, vous bouffez des cadavres, vous êtes au milieu de la cordillère des Andes, au milieu d'une forêt je sais pas quoi, vous avez recours au cannibalisme, et puis bon, là ceux qu'ils ont mangé, ils étaient déjà morts, donc quelque part c'était... on va éviter d'en parler, hein, mais c'était vraiment sordide, et les mecs, ça les a pas tant bouleversés que ça. Sur les photos, ils paraissent contents, souriants. Alors j'imagine bien qu'ils sont contents de retourner chez eux, tout ça, mais personnellement, si j'avais fait un truc pareil, je pense pas que j'aurais un gros smile devant une caméra, quoi. Je pense que j'essaierais de me planquer ou de disparaître, je sais pas, mais c'était... je suis personne pour parler à leur place, mais c'est quelque chose, c'est une question que j'ai pas pu m'empêcher d'avoir. En tout cas, le film était une belle réussite, réalisé par Bayona, je crois, Antonio Bayona, enfin le mec qui a réalisé le deuxième Jurassic World. Bayona a cette esthétique, cette patte à l'espagnol, une patte très latine, très visuelle, très photogénique, et ça se ressent dans Le Cercle des Neiges. Belle surprise, hein, film douloureux, qu'on regarde, je pense, pas plus d'une fois dans sa vie, parce que c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop violent, c'est trop impactant du point de vue psychologique, c'est pas le genre de scénario dans lequel on aimerait se retrouver, parce que vraiment ce qu'ils ont vécu, ces jeunes, c'est juste l'enfer absolu, et vous imaginez, quoi, vous êtes coincé dans les montagnes, personne ne vient vous chercher, tout le monde croit que vous êtes mort, vous avez rien à bouffer, vous avez le risque de vous faire balayer par une avalanche, vous faire finir congelé, crever de faim. Je pense que très vite, j'aurais mis fin à mes jours, je pense pas que j'aurais trouvé la force vitale de survivre aussi longtemps, quoi. C'est en tout cas un film qui fait beaucoup réfléchir sur notre condition et sur notre rapport à la vie, parce qu'on s'aperçoit que, oui, effectivement, quand vous subissez une épreuve pareille, c'est compliqué après de s'en remettre, hein. C'est compliqué de s'en remettre, et surtout c'est compliqué de se plaindre de notre condition quand on voit ce qu'ils ont vécu. Voilà. Maintenant, il faut que je parle d'un film qui est sorti à peu près au même moment, The Iron Claw, du studio A24, un film avec Zac Efron qui s'est littéralement défiguré pour ce rôle, qui est passé par une cure de testo, qui a dû prendre de la TRT ou je sais pas quoi, qui s'est dopé comme Jaja pour afficher un physique pareil. Enfin, le mec s'est dopé, je suis désolé, arrêtez de me dire que le gars, il a juste fait un super entraînement. Non, il s'est chargé, ça se voit au niveau de la tronche, il a dû faire une opération chirurgicale, je sais pas par quoi il est passé, mais il s'est transformé, il s'est enlaidi pour ce rôle. Enfin, c'est terrible, quoi. Franchement, j'ai de la peine pour Zac Efron, et c'est pour moi ce qui gâche le film. Le film était très bon, mais c'est gâché par Zac Efron. Alors après, si on connaît pas Zac Efron, ça passe. On pourrait croire que c'est un mec sorti de l'Arkansas, qui a grandi dans un ranch, on pourrait y croire. Seulement, quand vous avez grandi avec High School Musical, ces conneries-là, vous vous dites, attends, mais le minet qui était parfait, c'est lui, quoi. Pourquoi il a fait ça? Parce que c'est la question que je me suis posée à chaque fois que je le voyais. Zac,
qu'est-ce que t'as foutu? Vraiment, cette année, c'était le best-of des acteurs et actrices qui ont ravagé leur physique pour rien. Erin Moriarty de The Boys qui a fait une opération chirurgicale pour ressembler à Kim Basinger, ça ne ressemblait à rien. La meuf était parfaite. Là maintenant, on a l'impression qu'elle a 45 ans. Même chose pour Ariana Grande. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est incroyable. Ces gens-là sont parfaits. Et ils arrivent à se bousiller pour des lubies ou je sais pas quoi, enfin je comprends pas ce qui leur passe par la tête, c'est terrible. Peut-être qu'ils en avaient marre d'être traités de beaux gosses, peut-être qu'ils voulaient justement avoir des rôles plus consistants, plus durs, j'en sais rien, peut-être que c'est ce qui est passé dans la tête de Zac Efron, il en avait sûrement marre d'être relayé au rôle de minet, de petits jeunes, etc. En tout cas j'espère qu'il supporte ça, quoi. Et bref, pour revenir à The Iron Claw, pour revenir au film, très belle production, belle mise en scène, intense, comment dire, c'est marrant parce que les films sur la lutte et sur la boxe, très généralement, ils sont réussis. Le dernier film qu'on a eu sur la lutte, c'était The Wrestler, de Darren Aronofsky, de 2009, et je dois admettre que je préfère encore The Wrestler, même si The Wrestler est beaucoup plus dur, beaucoup plus... Parce que Darren Aronofsky, il a cette patte, il a cette façon de filmer, il a ce truc qui vous met mal à l'aise. On a ça dans Requiem for a Dream, dans Black Swan, il est vraiment bon pour ça, pour vous mettre mal à l'aise, le bon Aronofsky. Et là, on a affaire à autre chose, un film sur la lutte, enfin sur les catcheurs, voilà, c'est ça, comme The Wrestler. Sur la famille, je sais plus, Von, je sais pas quoi, là, sur le daron qui formait tous ces gamins pour être des catcheurs de haut niveau. Et si en soi, je me suis pas trop penché sur l'histoire, une histoire assez dramatique, c'est vrai, parce que c'est très bien montré, où il y a des histoires de dépression, de suicide, tout ça, eh bien j'ai été transporté par l'histoire. Belle mise en scène, belle photographie, excellent jeu d'acteur. La scène finale m'a fait pleurer, je dois admettre. Je dirais pas c'est laquelle, mais je pense que ceux qui l'ont vu, vous saurez à quoi je fais allusion. Quand les frères se retrouvent, j'en dis pas plus, mais ça a été une belle fresque en tout cas. C'était une belle production, une très belle fresque, un des meilleurs films de 2024, que je recommande à ceux et celles qui veulent enrichir leur culture cinématographique, car on tient un film profond, touchant, qui mérite d'être vu au moins une fois dans sa vie. Là, on a parlé d'un film d'auteur, maintenant il faut qu'on parle d'un gros blockbuster, il faut qu'on parle de Furiosa, de la saga Mad Max. Ça a été un bide, malheureusement, mais pour moi ça a été un très grand spectacle. J'admets ne pas avoir passé un meilleur moment, enfin j'admets avoir préféré Fury Road, parce que je m'en fous complètement de Furiosa, vraiment c'est pas un personnage qui m'intéressait tant que ça, je voulais voir Mad Max, c'est tout. Mais il faut reconnaître que Furiosa est un grand spectacle, avec un très bon acting. J'ai bien aimé J'admets, j'ai aimé le cabotinage de Chris Hemsworth, j'ai trouvé que ça passait très bien. D'ailleurs, il faut noter qu'il y avait sa meuf, Elsa Pataky, qui jouait dedans, celle qui a la bouche en bec de lièvre, qui est un peu défigurée. On la voit très peu, mais elle marque l'objectif à chaque fois qu'elle est dans le champ de vision, dans le champ de caméra. Concernant Anna Taylor-Joy, j'ai rien à dire, je l'ai trouvé correcte dans le rôle de Furiosa. Et c'est un film à grand spectacle qui remplit le cahier des charges. Et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on en a pour notre pognon. Je ne regrette vraiment pas d'avoir payé ma place, c'est juste con que ce film soit sorti aussi tard. Je veux dire, pourquoi attendre aussi longtemps pour le sortir? Miller aurait dû le sortir 5 ans après Fury Road maximum. En tout cas, c'était une très grande surprise. On s'y attendait, de toute façon, ça attendait un grand spectacle. Même s'il n'est pas parfait, je reconnais qu'il mérite sa place dans ce top 2024. J'oublierai jamais la scène d'intro, avec la mère qui court avec le fusil pour dégommer les gars qui ont embarqué sa fille. J'oublierai jamais les scènes de course-poursuite, en bagnole, machin. Il y a beaucoup plus de scènes cultes et inoubliables dans Fury Road, mais Furiosa, j'estime, fait largement le taf. Il y a juste le générique final que j'ai pas trop kiffé, parce que là, on revient sur Fury Road et sur Furiosa. Enfin, je me souviens plus, mais je me suis dit, pendant le visionnage du générique, je me suis dit, ouais, cool. Mais bon, pour moi, c'était un grand spectacle à voir impérativement en 2024. Voilà. Maintenant, il est temps qu'on parle d'un film d'horreur réalisé par une Française, un film d'horreur que je défends et que vous êtes nombreux à détester, c'est The Substance. Je dois être un des rares à défendre ce film, car je l'ai globalement apprécié du début à sa fin. J'ai adoré la fin qui partait complètement en vrille, enfin le truc qui va beaucoup trop loin, mais c'est un film qui est pour moi symbolique. Ça va pas vous embrouiller avec tout un baratin, un texte, un sous-texte, non, c'est assez avare de dialogue. Ça dit juste ce qu'il faut, et ça montre, eh bien, malheureusement, les défauts de la vieillesse, de l'âge, ce qui arrive quand on vieillit. C'est une belle, enfin je sais pas si c'est le mot adéquat, mais c'est une belle métaphore surexagérée, une hyperbole de ce que peut apporter, de ce que engrange la vieillesse, à savoir la dégradation du corps, la souffrance de voir ces belles années partir. Et ça a été un film qui pour moi était très personnel. On sent que la réalisatrice est une passionnée et a fait ce film avec son cœur. Et je tiens à dire que ce film pour moi est américain, c'est pas un film français. La réalisatrice est française, oui, une partie de l'équipe est française, oui, mais qu'est-ce qu'on a à la production? Il y a des anglo-saxons, à l'acting des anglo-saxons que des américains.
Et à la mise en scène, eh bien on va pas se mentir, c'est très américain, étant donné que on sent une très grosse inspiration du côté de Kubrick et du côté de Cronenberg. Il y a des tas de scènes, on a l'impression de voir un film de Kubrick, on a l'impression d'être dans Shining, dans La Mouche, des trucs comme ça. Mais pour autant, c'est pas une mauvaise chose. Beaucoup ont reproché justement à la réalisatrice de s'être trop inspirée de références des années 80, 90, tout ça, mais pour moi c'est une bonne chose, car ça permet aux nouvelles générations de s'intéresser aux films précédents. Et oui les gars, c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer de ce qu'ont fait les anciens, chose que tout le monde a fait. Kubrick s'inspirait d'autres mecs, sûrement de gars comme Tarkovsky ou je sais pas quoi, Tarkovsky. Par exemple, une fois, j'ai vu une interview des frères Wachowski, quand ils ont tourné Matrix, et bien ils expliquaient qu'ils s'étaient inspirés d'un film de Jacques Tati pour le passage où on voit Neo dans son open space au début dans son bureau. Tous les grands réalisateurs se sont inspirés de quelqu'un. Tous, et bah la réalisatrice de The Substance ne fait pas exception à la règle, et c'est pas une mauvaise chose, parce que les jeunes qui vont découvrir ce film vont vouloir découvrir les films qui ont inspiré la réalisatrice de The Substance, Caroline Farga, je sais plus. Bref, pour moi c'était un bon film, un bon divertissement, très viscéral, très, comment dire, très... ça que j'aime bien, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de dialogue, tout passe par l'image, tout passe par le message, par le graphique, par le visuel, et ça j'ai kiffé. Je me suis laissé porter par le truc, par l'ambiance, par l'acting également, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, on est dans l'âme des personnages. J'ai adoré de ces passages où on voit Demi Moore, la pauvre Demi Moore en train de vriller, tous les passages où on voit Dennis Quaid, qui est exceptionnel à chacune de ses apparitions, notamment quand il rencontre la jeune Sue, enfin plutôt la jeune version de Demi Moore. Il y a tellement d'inventivité, tellement de créativité, la caméra est bien placée. Pareil, c'est à ça aussi qu'on reconnaît que c'est pas un film français, c'est que la caméra est bien placée. La caméra, elle bouge, elle se pose dans des endroits incongrus, qui donnent de la vie, qui donnent du cachet au film. C'est pour ça que ce film, on peut pas l'oublier, parce qu'il y a tellement de moments, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on peut pas l'oublier, parce qu'il y a tellement de plans qui sont, je vais pas dire iconiques, mais qui sont travaillés, qui sont intelligents, que ça retient notre attention. Chose que ne comprendra jamais le cinéma français, du moins le gros des créateurs, c'est que on ne fait pas des films révolutionnaires en faisant du chant contre chant. Non, il faut avoir de l'originalité, il faut avoir de la créativité, et la créativité, eh bien, c'est pas juste le scénario, c'est pas juste l'acting, c'est aussi la façon dont on tient la caméra. Et la caméra, elle bouge, elle va dans des endroits inattendus, elle filme des personnages, des têtes, des bouches, n'importe quoi, et c'est ce qui permet justement de se mettre dans l'action, dans la scène, dans le moment, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai kiffé The Substance, un film qui, d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup ont vu dans ce film un film de droite ou de gauche, je sais pas quoi, enfin ils ont cherché à politiser ça, typiquement français, typically French, c'est typiquement cette manie de toujours tout politiser, alors qu'en fait non, c'est un film qui montre les dérives de la vieillesse, le rapport au corps, le rapport à la séduction, le rapport à la sexualité, et c'est un film qui finalement est très profond, beaucoup plus dur qu'on veut bien l'admettre. Et c'est pour moi un des plus grands films de cette année. Je sais que beaucoup d'entre vous n'êtes pas d'accord, mais j'en ai parlé dans une critique, j'en ai déjà assez dit du bien, je vais pas recommencer. Mais voilà, je défends The Substance, malgré le fait que la réalisatrice est pompée chez Kubrick, malgré le fait qu'il y ait des allusions à peine déguisées au film de Cronenberg, malgré le fait que par exemple, le produit, The Substance ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on a vu dans Reanimator. Oui, c'est un film qui est bourré de références, qui plagie presque, mais on s'en fout. L'important, c'est le message, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est montré, et surtout la façon dont on en parle. Parce que c'est un film qui a fait parler, qui a fait beaucoup parler, et c'est une très bonne chose, parce qu'il n'a pas fait parler spécialement qu'en mal, il a aussi fait beaucoup parler en bien, et je fais partie de ceux qui en ont dit du bien, et je continuerai à en dire du bien. Maintenant, il faut qu'on parle d'un autre blockbuster, un blockbuster que j'ai surkiffé alors que je m'y attendais pas du tout, Twisters. Grosse surprise, je m'attendais à un énième reboot, voilà, putain, aucune originalité, quoi. Ils reprennent le vieux Twister pour en faire une nouvelle version. Super, j'ai été voir le film par dépit, c'était juste génial. Super divertissement, super acting, Glenn Powell, super attachant, la musique, géniale, j'écoute la bande son régulièrement, c'était super cool. J'avais qu'une envie, c'est louer un 4x4 pour foncer dans le Midwest pour filmer des tornades. C'est tout ce que j'avais envie de faire. Ce film était bourré de good vibes, bourré d'originalité, bourré d'excellentes scènes, mention spéciale au passage des tornades, tous les passages entre Glenn Powell et la meuf, ils ont tous les deux une alchimie vraiment palpable, j'ai adoré le générique final, je suis resté, c'est pour moi le générique final de Twister, c'est un des meilleurs de cette fin d'année. Vous vous rendez compte que ce film a réussi, c'est fort Hollywood, ils ont réussi à me vendre un territoire aussi dévasté, aussi désolé que le Midwest, qui se fait constamment ravager par les tornades, tout ça, c'est... bravo, quoi. Le pouvoir du soft power, quoi. Et pour moi, Twisters fait partie des meilleurs divertissements de l'année. Très bon film de catastrophe, qui ne va pas trop loin, contrairement à Black Storm, excusez-moi. Un film qui montrait des tornades aux tailles juste improbables, mais c'était génial, on se déplaçait pour ça.
Un film, on en avait pour notre pognon, voilà, c'est ça que j'aime bien dire quand je parle d'un grand divertissement, d'un grand film. J'aime bien rentabiliser mon billet via les émotions, et Twisters était, je veux dire, m'a submergé d'émotions, de bonnes vibes, et c'est pour ça que Twisters méritait largement sa place dans ce top des meilleurs films de 2024, et du bon côté des meilleurs films. Maintenant, je vais revenir à un film d'horreur, une grosse surprise, auquel je m'attendais pas du tout, Late Night with the Devil, Devil, bon, bref, hein. Un film avec un acteur que maintenant j'adore, que vous avez déjà vu sans vous en rendre compte, dans The Dark Knight. Cet acteur, c'est David. Je vais pas essayer de prononcer son nom par respect, mais grand acteur qu'on a vu récemment dans The Suicide Squad, un acteur qu'on a découvert un peu par inadvertance dans The Dark Knight. C'est lui qui jouait le fou dans l'équipe du Joker, tout ça, on le voit pas beaucoup, mais c'est lui, quoi. C'est un de ses premiers rôles. Et en tout cas, c'était génial de le voir là-dedans, parce qu'il est vraiment très bon, c'est un très bon acteur. Et ici, on le voit dans le rôle d'un présentateur télé dans les années 70. Le film est tourné à la manière d'un, vous savez, du projet Blair Witch, caméra à l'épaule, tout ça, tout se voit à travers l'angle des caméras, vous savez, sur les plateaux de tournage, caméra à l'épaule, vous savez, où vous vous déplacez avec... L'histoire se déroule dans les 70s, me demandez pas d'être trop objectif. En tout cas, on a affaire ici à un très bon film d'épouvante, très bon film pour Halloween. On voit donc ce présentateur télé qui anime une émission de paranormal, tout ça, et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, il va y avoir des dingueries, et j'admets avoir été porté par l'ambiance, porté par le truc, acting excellent à absolument tous les niveaux, personnages attachants, très bonne intrigue, qui ne révolutionne pas le genre, qui ne le réinvente pas, mais qui s'impose, qui n'a rien à envier au Conjuring, tout ça, j'estime même que c'est encore mieux. Alors que pourtant, à la base, je suis pas du tout fan des films, vous savez, de possession, où on voit tout le temps des gamines, enfin, il doit y avoir une catégorie fétiche pour gamines qui sont possédées par des démons, quoi. J'ai horreur de ça. Je dois admettre que là, ce cas de figure s'est passé complètement outre, parce que j'ai bien kiffé l'ambiance, la mise en scène, le côté horrifique était super bien retranscrit, j'ai adoré. Bonne surprise, bon twist, auquel on ne s'attend pas, des scènes d'horreur qu'on soupçonne pas. J'ai été surpris de voir qu'on pouvait encore produire des films comme ça en 2024. Donc, je vous le recommande d'urgence. J'aurais pu également parler d'un autre film d'horreur qui m'a beaucoup marqué, c'est ce film-là, When Evil Tusk, je sais pas quoi, un film argentin, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai lâché l'affaire après une scène, la scène du chien, je n'en dis pas plus. Dès qu'il y a eu ce passage, je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête. En tout cas, je pense que ce film-là pouvait largement rivaliser avec Late Night with... Mais j'ai pas été jusqu'au bout, tellement c'était violent, tellement c'était horrible. Très original, vraiment un film argentin, c'est quand même... c'est un film étranger, c'est pas un film hollywoodien. J'aurais pu en parler, mais je suis trop petite nature, j'ai pas pu aller au bout. En tout cas, je vous recommande les deux. Si vous kiffez les films d'horreur, si vous kiffez l'épouvante, si vous kiffez la violence hardcore, horrible, qui vous feront des cauchemars, foncez. Et enfin, pour terminer, grosse surprise, film qui a plutôt divisé, qui ne mérite peut-être pas sa première place, mais je la mets quand même, car je veux que vous le découvriez. Je veux que vous le découvrez. Depuis que j'ai repris lettres modernes, enfin depuis que j'ai repris la fac, depuis que je lis beaucoup plus de livres qu'avant, je fais beaucoup plus de rédaction. Plus je lis, plus j'écris, pire c'est dans l'orthographe, pire c'est dans la prononciation. Faut m'expliquer. En tout cas, je vais mettre ce film en number 1 de cette liste, c'est Black Flies. Wow, quelle grosse claque! Alors ce film, je dois en parler pour plusieurs raisons. Déjà d'une, comme pour The Substance, le réalisateur est français. Et oui, messieurs, dames, cocorico. Le réalisateur est français, mais heureusement, l'équipe est américaine. C'est pas plus mal quand les Français sont juste à la réalisation et pas à la production. Vaut mieux laisser ça aux Américains, l'acting, tout ça, et laisser la réalisation à tout le monde. Mais les Français, je préfère les voir à la réalisation qu'à l'acting et au reste. Même si des fois... on a des exceptions qui font assez mal, comme par exemple Catwoman de Pitoff. Pitoff, on lui confie un film américain, des acteurs américains, tout ce qu'il faut, il réalise Catwoman. Aïe. Mais il arrive parfois qu'on ait des surprises, et Black Fly en est une, et c'est un film qui ne s'adresse pas à tout le monde. En tout cas, pourquoi j'en parle? Eh bien parce que ce film, déjà d'une, est réussi du point de vue de la mise en scène, de l'originalité, de l'acting, acting excellent chez tout le monde. Moi j'adore Sean Penn, vraiment. Sean Penn, c'est un petit peu une sorte de... Vincent Lindon croisé avec Gérard Lanvin, mais en talentueux, quoi. C'est-à-dire que Sean Penn, il peut tout jouer, et il est excellent dans tous ses rôles. Et je le trouve, j'ai trouvé exceptionnel comme dans tout ce qu'il fait. Il est toujours très bon, toujours intense, il a cette intensité. Et donc, excellentissime Sean Penn. Ty Sheridan également, très bon acteur, un jeune acteur qu'on voit souvent dans les... il était très bon dans Joe, par exemple, et là, dans ce film, le pauvre, il en prend plein la gueule, c'est un souffre-douleur, c'est terrible pour lui. On peut également mentionner la présence de Michael C. Pitt, que j'adore, un acteur un peu trop rare, qui est vraiment un des beaux gosses d'Hollywood, très bon dans son rôle également. D'ailleurs, j'ai même pas dit de quoi ça parlait, excusez-moi. Black Fly, ça parle du quotidien d'ambulanciers dans les quartiers chauds de New York.
Je prends direct. À la base, le film est tiré d'un bouquin qui retrace le parcours d'ambulancier dans les années 90. Et là, ils ont modernisé le truc dans les années d'aujourd'hui parce que je pense pas que ça ait tellement changé, les quartiers chauds, tout ça, la façon dont ils interviennent, ou les... Enfin, c'est à la fois tragique et génial. Génial dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est montré, et tragique par rapport à sa réalité. Où on voit les ambulanciers qui galèrent à s'occuper des tox, des clodos, des lascars. Ils interviennent chez des gens où la meuf se fait fracasser par son mec, dans des planques de dealers où ils se font harceler, ils se font attaquer par des lascars qui débarquent. Comme en France, quoi, quand les pompiers se font balancer des frigos sur leur fourgon, tout ça. En tout cas, ce film est exceptionnel de par son réalisme et j'ai été marqué par ça. Et c'est génial qu'un film mette en avant le quotidien des ambulanciers, un personnel dont tout le monde se fout, alors que pourtant ils font un boulot de dingue. Je dois dire que j'ai fait un stage une fois en tant qu'ambulancier, ça n'a pas duré longtemps, juste 3 semaines. J'ai pas pu aller au-delà parce que c'était beaucoup trop dur, trop éprouvant psychologiquement, alors que pourtant j'étais dans une planque. J'étais pas dans une zone très compliquée, où le travail était trop dur. Mais pour moi, c'était beaucoup trop. Surtout par rapport à la paye qui était juste... C'était infâme d'être payé aussi peu pour un taf aussi exigeant. Un taf bourré de responsabilités, de contraintes, tout ça, vraiment. Respect aux ambulanciers, respect aux gens qui bossent là-dedans, vous êtes des dieux, là je vous le dis franchement, vous êtes des dieux du point de vue humain, vous apportez tellement, c'est comme ceux qui interviennent, les pompiers, tous ces gens-là qui viennent nous sauver quand on a besoin, quand on est vraiment en galère. Vous imaginez pas à quel point on a besoin de vous, vous êtes vous maintenez les voûtes de la civilisation, enfin du moins les fondations. Et ce film fait honneur à ces gars-là qui bossent dur, constamment, et donc on voit le pauvre Tye Sheridan, le pauvre jeune gars qui se retrouve, le mec qui fait un concours à côté pour devenir médecin, il se retrouve à bosser donc comme ambulancier dans les quartiers chauds, il fait équipe avec Sean Penn, qui est un vieux de la vieille, qui a bossé là-dedans pendant des décennies, puis il se retrouve, le gars il est désabusé, il est revenu de tout, il en a marre, il perd de plus en plus pied, et ces personnages-là sont hyper attachants, c'est violent vraiment comme film, c'est violent psychologiquement, c'est éprouvant, c'est dur, parfois ça va un peu loin, parfois ça part un peu dans tous les sens, mais c'est tellement intense que je pardonne toutes les petites erreurs, les petits défauts scénaristiques, de mise en scène, tout ça. Je me suis laissé porter par le truc, c'est tellement immersif, c'est une expérience ce film. C'est une expérience qui, vraiment, vous avez l'impression quand vous regardez ce truc, vous avez l'impression de ressentir le bitume de Brooklyn ou je sais pas quoi, vous avez l'impression d'être dans l'ambulance, vous avez l'impression d'être avec Tye Sheridan et Sean Penn dans les quartiers glauques pour aller voir comment ça va du côté des SDF, du côté des dealers ou je sais pas quoi. Vous voyez toute la crasse humaine, tous les trucs qu'on voit pas, tous les trucs qui sont nettoyés pour ne pas choquer le commun des mortels, les passages où on voit les mecs intervenir, où il y a une morsure de chien sur un gosse, où ils viennent dans des restos ou je sais pas quoi, des abattoirs qui sont dans des conditions déplorables où les mecs font des attaques cardiaques, des trucs dans le genre. Enfin bref, c'est vraiment une expérience, c'est pas spécialement un film super fun, je vous le dis franchement, c'est douloureux, mais il mérite largement le coup d'œil, parce que c'est un film qui est réaliste, qui vous secoue un peu et qui vous montre une autre réalité, une réalité presque alternative, une réalité dure que personne n'a envie de voir, mais qui existe quand même. Et qui ne cessera, je pense, jamais d'exister. Voilà mes amis, j'espère que ce top spécial 2024 vous a plu, voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'était long, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé, et je compte sur vous pour donner votre avis dans les commentaires. Partagez-moi votre top 10, top 5, top 15, top 20, faites-vous plaisir, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, la section com, elle est là pour ça. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas, nous sommes en 2025, l'année de tous les changements. Ayez espoir, ayez foi dans l'avenir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, ciao.